Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour le premier webinaire d'Illico Veto. Donc, je suis Pierre, le fondateur de cette start-up. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benjamin Braquet qui est à mes côtés, qui sera médiateur, et surtout Elodie qui se présentera juste après, qui est vétérinaire et qui va traiter le sujet de la souffrance animale. C'est un sujet qui nous tient à cœur et pour mieux comprendre justement quand notre animal souffre. Et donc, c'est le premier sujet que l'on a choisi de présenter aujourd'hui. Les autres suivront. On va essayer d'avoir une cadence d'un webinaire par mois. On espère vous voir plus nombreux lors des prochains webinaires. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Benjamin et ensuite à Elodie. Oui, bonjour à tous. Donc, quelques mots pour vous redonner des informations sur cet événement. Donc, ça va durer à peu près 40 minutes. Elodie va exposer des informations sur la souffrance animale pendant 20-25 minutes et on vous laissera après poser vos questions. Ce que je vous demanderai, c'est de poser vos questions vraiment à la fin. Vous avez la possibilité d'activer votre vidéo et votre son, mais si tout le monde parle en même temps, ce sera un peu compliqué. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos vidéos et votre son, mais on fera vraiment les questions-réponses à la fin. On gardera 10-15 minutes au moins pour répondre aux questions, pour vraiment garder au moins laisser l'intervention d'Elodie. Et donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Elodie, qui est vétérinaire à Toulouse, qui va faire cette intervention aujourd'hui et qui sera là pour répondre à vos questions. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Losseran, je suis vétérinaire à Toulouse et je vais vous parler aujourd'hui du sujet de la souffrance animale, donc comment savoir la reconnaître et comment on peut la traiter, nous, en tant que vétérinaires. Donc pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? C'est à mon sens un sujet important. Tout d'abord, l'animal finalement c'est un être doué de sensibilité. Ça, on va dire que ce n'était pas le cas vis-à-vis de la loi avant, mais depuis 2015, l'animal est reconnu comme un être doué de sensibilité. Donc ça témoigne vraiment d'une réelle évolution des mentalités en matière de bien-être animal et c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour parler de souffrance animale, bien-être animal, etc. Alors qu'avant, il était vraiment considéré comme un bien meuble au regard de la loi, mais pas comme un être vivant, alors qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que les animaux, et notamment nos animaux domestiques, pour le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, sont des êtres vivants et des êtres doués d'émotions et de sensibilité. Donc, il faut faire attention parce que la douleur, finalement, c'est un ressenti et on ne connaît pas le ressenti des animaux. Donc, on peut qu'interpréter certains signes, etc. Mais malheureusement, on n'a pas le même langage. Et ils nous communiquent pas avec notre parole pour vraiment qu'on puisse savoir comment interpréter les choses de manière correcte. Donc finalement, qu'est-ce que la douleur? Donc la douleur, c'est un mécanisme de survie. Elle remplit une fonction d'alerte qui permet à l'individu de s'adapter au ressenti douloureux en mettant en place des mécanismes de défense ou d'adaptation. Donc finalement, elle signale à celui qui la ressent une menace sur son intégrité physique. La douleur peut être aussi amplifiée par le souvenir ou par la peur. Donc il y a vraiment une mémoire de la douleur chez les animaux. Finalement, la douleur, elle se compose de différentes parties. Donc, une première composante qui est dite sensorielle. Donc, grâce aux cinq sens, l'animal peut ressentir ce stimulus douloureux. Une composante affective, donc finalement il intègre le stimulus douloureux grâce à ses émotions, à ce qu'il a connu, son souvenir, etc. Donc ça c'est très subjectif comme composante. Ensuite une composante évaluative, donc là il va mesurer l'ampleur de la douleur, la quantifier en fait finalement cette intensité douloureuse. Et enfin une composante comportementale qui est donc l'expression de cette douleur par différentes voies, donc par exemple une voix verbale avec des gémissements, une voix non verbale avec des postures, etc., que nous verrons ensuite.
Donc finalement, la souffrance animale, qu'est-ce que c'est? Ça peut être défini comme la conscience de la douleur. Elle fait vraiment intervenir le psychique de l'animal, quoi. Donc, pourquoi s'intéresser à la douleur aujourd'hui? Et donc, pourquoi vous êtes là ce soir? Eh ben, tout simplement parce que l'absence de douleur fait partie des 5 libertés du bien-être animal, qui sont les 5 piliers, les grands principes du bien-être animal. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer une petite diapo vis-à-vis de ça. Voilà. Voilà. Donc finalement, les 5 libertés fondamentales du bien-être animal, c'est quoi? C'est ne pas souffrir de faim et de soif. Donc voilà, ça paraît logique, mais ça fait partie des 5 libertés fondamentales. Ne pas souffrir de contraintes physiques et être indemne de douleur. Donc c'est là qu'intervient la douleur, ne pas avoir de douleur, de blessures et de maladies, être protégé de la peur et de la détresse et avoir la liberté d'exprimer des comportements normaux de son espèce. Voilà, donc finalement, c'est les 5 libertés du bien-être animal et on voit bien que finalement, l'absence de douleur rentre en compte et donc c'est pourquoi on va en parler aujourd'hui. Donc finalement, comment repérer qu'un animal souffre, étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne nous parle pas, qu'on n'a pas le même langage, il faut savoir repérer certains signes. Donc finalement, dans quel cadre l'animal peut souffrir? Dans le cadre, par exemple, d'un événement traumatique ou lors d'une chirurgie, il y a une souffrance, une douleur. Dans le cadre d'une maladie, d'une infection, ou alors dans le cadre d'une exposition à un stress prolongé. Il faut savoir qu'un chien ou qu'un chat anxieux est un chien ou un chat en souffrance. Donc finalement, quels sont les signaux que nous pouvons repérer chez nos animaux de compagnie? Donc il faut savoir que c'est important pour vous, propriétaires d'animaux de compagnie, de savoir repérer ces signes parce que vous êtes le premier confronté à ça pour interpréter les signaux et donc aller chez votre vétérinaire et lui expliquer les signaux que vous avez vus, puisque parfois, en clinique vétérinaire, avec le stress, etc., ils ne montrent rien, les animaux, alors qu'en fait, à la maison, ils ne sont pas comme ça. Donc, c'est vraiment vous vous êtes vraiment vraiment en premier lieu. Donc, finalement, quels sont ces signaux? Donc, tout d'abord, on peut avoir des changements de comportement par rapport à votre habitude. Et c'est là aussi que je dis que votre compréhension de votre animal est importante puisque les changements de comportement par rapport à l'habitude, il faut connaître le comportement normal de son animal. Donc, c'est pour ça que vous connaissez bien votre animal en temps normal et donc vous pouvez voir ces changements de comportement. Donc, quels sont-ils? Donc, finalement, c'est par exemple l'absence de toilettage chez le chat ou alors lécher compulsivement une zone, la zone douloureuse notamment. Ou alors, il peut avoir l'apparition d'une agressivité chez un animal qui était habituellement très docile. Nous qui sommes agressifs chez nous en clinique vétérinaire, ça peut être effectivement le stress, mais s'ils le sont aussi à la maison alors que d'habitude ils sont très sympas, là, ça peut être apparenté à une douleur. Donc, c'est là qu'on peut voir la différence grâce à vous et ce que vous avez observé sur votre animal. Ensuite, par exemple, un animal qui s'isole, un animal qui refuse d'interagir avec son environnement ou avec vous. C'est un signe aussi de douleur. Ou alors, au contraire, une agitation excessive, un animal qui n'arrive pas à contrôler ses émotions parce qu'il est douloureux, donc il bouge partout. Ou alors, évidemment, une modification de la mobilité. Un chien qui boite, par exemple, il a une douleur quelque part, etc. Après, ça peut être quelque chose de plus subtil. Ça peut être des expressions faciales ou alors des postures de douleur. Par exemple, le chat qui a le front plissé avec les yeux semi-clos. C'est un chat qui souffre, qui est en douleur. Ou alors, un animal qui a le dos voussé. Il a par exemple une douleur abdominale. Voilà, ce genre de choses qu'on peut voir de manière plus subtile. Ou alors, tout simplement, un animal qui a une absence d'appétit. Donc, finalement, votre animal qui ne mange plus pendant 24 heures, ou 48 heures, c'est un animal en souffrance. Donc, n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire et à consulter pour ça. Voilà. Donc, vous êtes vraiment là pour détecter ces signes au plus tôt pour pouvoir aller chez votre vétérinaire. Donc, finalement, il existe aussi des signes médicaux que nous, vétérinaires, pouvons voir, mais que vous aussi, à la maison, vous pouvez voir. Donc, par exemple, c'est surtout vrai chez le chien, donc une modification de la fréquence cardiaque. Donc, par exemple, une augmentation de cette fréquence cardiaque. Donc, finalement, comment vous pouvez faire, vous, à la maison, pour prendre cette fréquence cardiaque? Et donc, vous allez sous la patte avant gauche, contre
le thorax de votre animal et vous sentez les battements du cœur. Quand vous sentez les battements du cœur, vous les comptez sur 1 minute, ça vous donne la fréquence cardiaque. Vous pouvez par exemple compter les battements sur 15 secondes et multiplier ce chiffre par 4, ça vous donne votre fréquence cardiaque. Vous le faites quand votre animal il est au repos, quand il n'a pas mal, etc. Ça vous donne la fréquence cardiaque de votre animal au repos, non malade, non souffrant. C'est aussi un bon élément à donner à votre vétérinaire, par exemple. Et donc, si vous avez l'impression qu'il est douloureux, vous pouvez prendre cette fréquence cardiaque et la comparer avec celle que vous connaissez d'habitude au repos sans souffrance. Ça peut être un élément. Nous, chez le vétérinaire, ils sont parfois stressés, donc finalement, l'augmentation de la fréquence cardiaque peut être aussi due à un stress plutôt qu'à une douleur, donc c'est pas évident, nous, de le voir. Vous, à la maison, théoriquement, ils sont pas censés être trop stressés, donc finalement, ça peut être un bon signe de douleur. Après, d'autres signes, comme l'augmentation de la fréquence respiratoire, ou alors une diminution, si l'animal il a une douleur au thorax ou à l'abdomen, il va faire des toutes petites respirations parce qu'il ne veut pas, étirer son thorax ou étirer son abdomen parce qu'il est douloureux. Donc, il va respirer tout doucement et à une petite fréquence, par exemple. Après, il y a des choses plus subtiles, mais que vous ne pouvez pas voir à la maison. Donc, il y a, par exemple, l'augmentation de la pression artérielle, qui est un peu la tension chez les humains. La modification du diamètre des pupilles, ça, c'est pas évident à voir non plus. Une augmentation de la température rectale. Attention, ça peut être aussi lié à une infection plus qu'à une douleur. Voilà. Vous pouvez aussi essayer de palper les endroits que vous estimez être douloureux et voir comment l'animal réagit. Souvent, il va avoir une réaction à la palpation de la zone douloureuse. Voilà. Ensuite, il existe d'autres choses qu'on peut doser, nous, en tant que vétérinaires, des molécules qui vont nous donner des indications sur la douleur, mais qui sont aussi influencées par le stress ou la peur. Donc, ce n'est pas forcément toujours d'une grande aide. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit tableau récapitulatif de ce que je viens de vous dire. Hop. Voilà, donc les critères comportementaux qu'on vient d'évoquer ensemble, des vocalisations, donc si l'animal y gémit, etc. Les postures qu'on a évoquées, donc les postures antalgiques, c'est par exemple s'il a le dos voussé parce qu'il a mal au ventre, ce genre de choses. L'agitation excessive, qu'on en a parlé. Ensuite, le comportement général, la perte d'appétit, l'absence de toilettage, les chasses compulsives, etc. Agressivité. Et donc les critères physiologiques qu'on vient d'évoquer ensemble avec la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, etc. Voilà, donc ça, ce sont les différents critères. Il y en a certains que vous pouvez voir, vous, à la maison et d'autres que vous ne pouvez pas, c'est seulement en clinique vétérinaire. Mais ça vous donne déjà une petite idée de quoi rechercher pour savoir si votre animal est douloureux ou pas et si, oui ou non, vous prenez la décision d'aller chez votre vétérinaire pour explorer cette douleur. Donc après, je voulais vous parler qu'il existe, nous, en clinique vétérinaire, on utilise des grilles de scoring. Donc ça, c'est pour vraiment mettre un chiffre sur l'intensité de la douleur de votre animal en fonction de différents critères. Donc il existe plein de grilles différentes. Donc je vais vous en présenter une là aujourd'hui pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un extrait de la grille, par exemple, chez le chien. Donc là, on a tous les symptômes. Donc c'est finalement un petit peu ce que je vous ai décrit avant. Donc si, par exemple, il présente des modifications respiratoires, on coche la case. S'il gémit, on coche la case. S'il vousse le dos, on coche la case, etc. pour les différents comportements. Et ensuite, selon combien de cases on a coché, ça nous donne un score entre 0 et 3. Ensuite, au niveau du comportement, est-ce qu'il est attentif à nous? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il ne répond pas du tout, etc. Pareil, ça nous donne un score entre 0 et 3. Et ensuite, la grille fait qu'à chaque fois, à chaque ligne, on a un score et qui, à la fin, on peut faire le total pour avoir l'intensité de la douleur. Chez le chat, par exemple, c'est le même principe, simplement les symptômes qu'on regarde sont différents. Voilà, s'agite, se plaint ou reste prostré au fond de la cage, ne se toilette plus. Voilà, ce genre de choses. Pareil, le comportement interactif. Et donc, au final, on a le score total, comme je vous disais, on fait le score de la colonne et ça nous donne si c'est une douleur légère, modérée ou sévère. Nous, en clinique vétérinaire, on l'utilise, par exemple, après des chirurgies, pour évaluer les douleurs post-opératoires. Mais ça peut être, par exemple, une idée de grille comme ça pour être utilisée, vous, en tant que propriétaire, pour votre animal âgé, par exemple, qui est arthrosique, ou votre animal qui sort d'une opération
opération et qui est confiné à la maison suite à une opération, vous pouvez évaluer la douleur à la maison et par exemple, vous retournez vers votre vétérinaire si vous voyez une augmentation de cette douleur, si vous scorez par exemple tous les jours ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est des choses qui existent et qui peuvent être mis en place. Ensuite, la dernière chose dans laquelle je souhaitais vous parler, c'est qu'il existe des nouvelles technologies qu'on peut utiliser pour détecter des éventuelles douleurs. Donc, par exemple, des trackers d'activité, des colliers trackers d'activité qu'on peut mettre sur le collier de son chat ou de son chien. Il y a eu une étude en 2007 sur des chats qui présentaient de l'arthrose, qui ont utilisé ces trackers pour voir si le traitement anti-inflammatoire qu'ils mettaient en place était efficace. Et donc, un chat qui est arthrosique, il est douloureux, il a une faible activité, il ne se déplace pas trop, etc., parce qu'il est douloureux. Et donc, avec le traitement, on voulait voir si le tracker pouvait détecter cette augmentation d'activité grâce au traitement. L'animal était plus mobile parce que moins douloureux, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que ces trackers d'activité permettraient effectivement de voir une augmentation d'activité, donc l'efficacité du traitement mis en place par le vétérinaire, mais aussi détecter, vous à la maison ou le vétérinaire, détecter précocement une diminution d'activité et donc une reprise de douleur. Donc ça peut être intéressant. Il y a aussi des colliers qui mesurent la fréquence cardiaque, le grattage, etc. Donc tout ça peut être des indicateurs de douleur et donc une prise en charge précoce de cette douleur. Attention, par contre, ces outils ne remplacent pas évidemment votre observation, vous en tant que propriétaire de votre animal, parce que c'est quand même vous qui le connaissez le mieux. Donc finalement, une fois que vous avez détecté que votre animal est douloureux, comment gérer cette douleur? Malheureusement, vous, en tant que propriétaire, vous n'avez pas trop de solutions, mis à part aller chez votre vétérinaire pour qui vous prescrive des médicaments pour aider votre chien ou votre chat douloureux. Donc, tous ces médicaments que je vais vous présenter après sont à donner sous prescription vétérinaire uniquement. Et il y a un réel intérêt à prendre en charge la douleur de manière précoce afin qu'elle ne devienne pas sévère ou alors chronique. Une douleur qui n'est pas prise en charge peut se chroniciser et perdurer dans le temps. Donc finalement, en termes de médicaments antidouleurs, qu'est-ce qu'on a? Donc on a les anti-inflammatoires, par exemple, donc ça existe aussi en humaine. On peut aussi utiliser de la morphine, qui sont des stupéfiants, donc il faut faire un petit peu attention. On peut utiliser des neuroleptiques, donc c'est des psychotropes, tout simplement. On peut aussi également utiliser des sédatifs ou alors des anesthésiques locaux et généraux, donc c'est surtout le cas dans le cadre d'une chirurgie, pour prévenir la douleur dans le cadre d'une chirurgie. Ensuite, on a des choses un petit peu plus douces, si j'ose dire. Donc, par exemple, avec de la phytothérapie, le cassis est un très bon anti-inflammatoire naturel. Ou alors, il existe des compléments alimentaires à base d'oméga 3 qui ont une valence anti-inflammatoire naturelle. Enfin, je voulais quand même vous dire 2 mots sur l'euthanasie parce que finalement, parfois, l'euthanasie, c'est quand même une manière d'abréger les souffrances de l'animal si rien d'autre ne peut l'aider et ne peut soulager ses douleurs. Parfois, un animal en fin de vie, il est tellement douloureux que même les médicaments les plus forts qu'on a ne le permettent pas de le soulager. Donc finalement, il faut toujours considérer la qualité de vie de l'animal et donc l'euthanasie peut être un moyen d'abréger les souffrances de l'animal. Voilà pour ce qui était des alternatives médicamenteuses. Il y a aussi des alternatives non médicamenteuses pour pouvoir gérer la souffrance de votre animal. Donc, par exemple, l'acupuncture, de l'ostéopathie. Donc voilà, tout ce qui est médecine alternative, médecine chinoise, des massages, donc de la physiothérapie, par exemple de la cryothérapie aussi, mettre du froid sur une douleur aiguë. Donc ça, on le fait aussi, nous en humaine, de mettre du froid ou du chaud d'ailleurs sur un endroit qui nous fait mal. Donc voilà, ou alors adapter l'environnement, par exemple dans le cas d'un vieux chien ou d'un vieux chien arthrosique, pourquoi pas mettre en place des coussins à mémoire de force
forme, etc., pour qu'il soit mieux couché, qu'il ait un confort de couchage et donc moins de douleur au couchage. Donc ça, ce sont des exemples. Après, il existe des choses un petit peu plus radicales. Donc par exemple, une plaie qui cicatrise mal sur un membre, eh ben, on peut décider d'amputer ce membre pour supprimer la douleur. Ça, c'est une façon aussi de voir les choses parce qu'on ne s'en sort pas autrement. Il existe aussi des possibilités d'arthrodèse, donc c'est de mettre une prothèse, si j'ose dire, à l'articulation qui est douloureuse, ce qui permet de faire refonctionner l'articulation correctement et donc sans douleur. Ou alors des systèmes d'énervation, donc le système douloureux passe par des nerfs et donc s'il n'y a plus de nerfs, on n'a plus de sensation douloureuse. Donc ça, c'est des choses plus radicales mais qui existent aussi pour soulager la douleur. Donc finalement, en conclusion, on peut dire que l'animal, c'est un être vivant qui ressent de la douleur. Il faut donc savoir la repérer et vous, en tant que propriétaire, pour pouvoir vous rapprocher précocement de votre vétérinaire et pouvoir lui expliquer quels sont les signes que vous avez vus à la maison qui ne seront peut-être pas visibles en clinique vétérinaire. Et donc, pour pouvoir avoir une gestion précoce de cette douleur, grâce à différentes alternatives médicamenteuses ou non d'ailleurs, pour pouvoir avoir une guérison dans le cas de douleur aiguë et une amélioration de la qualité de vie de votre animal dans le cas d'une douleur chronique. Donc pour finir, avant de passer aux questions si vous en avez, je voulais juste vous parler d'une idée reçue qu'on peut avoir sur la souffrance animale, donc notamment sur le fait que les anti-inflammatoires sont toxiques chez le chien et les chats. C'est faux, puisque une douleur est constamment associée à de l'inflammation. Donc forcément, les anti-inflammatoires sont là pour diminuer, voire supprimer cette inflammation et donc gérer la douleur associée à cette inflammation. Ils sont très utilisés chez les chiens et les chats de manière en toute sécurité, sans problème de ce côté-là. Et donc, il vaut mieux parfois, la balance bénéfice-risque d'utiliser les anti-inflammatoires pour que les animaux aient un bon confort de vie est largement acceptable. Donc, il n'y a pas de problème pour utiliser les anti-inflammatoires chez les chiens et les chats, du moment qu'il y a un bon suivi avec votre vétérinaire et une confiance. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Élodie pour cette présentation, ce premier webinaire. Pour les personnes présentes, donc il y aura un replay qui sera mis en ligne sur le site d'Illico-Veto d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc maintenant, nous vous laissons la parole. Je vous laisse poser des questions à Élodie. Encore merci pour ton intervention et ce premier webinaire réalisé avec brio. Merci beaucoup. Mathieu et Mérine, si vous souhaitez, Marion aussi, je crois qu'il y a Timothée, Talula, vous pouvez activer votre micro, parce que là, ils sont tous désactivés par défaut. Vous pouvez l'activer pour pouvoir poser vos questions directement de manière orale plutôt que par le chat. Après, il y a aussi le chat si vous voulez. Merci Mérine, en tout cas, pour votre message sur le chat. Donc, vous pouvez activer le micro hein, si vous le souhaitez. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous préciser si vous êtes propriétaire d'un animal? Si oui, quel type d'animal? On prend encore quelques minutes. Vous n'avez pas de questions? Alors, Talula, désolé, je n'ai pas de micro. Ok, pas de souci. Comment détecter la souffrance d'un animal s'il ne manifeste aucun signe de douleur apparent? Donc, c'est une très bonne question. Là, comme j'ai expliqué, parfois, il y a des signes qui sont assez frustres et assez difficiles à voir. Donc, vous verrez quand même normalement un changement de comportement à la maison, même si ce n'est pas des signes très, très flagrants. Mais vous qui connaissez très bien votre animal, souvent, les clients arrivent en consultation et nous disent je n'arrive pas à savoir, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours savoir précisément ce qui se passe, mais vous, en tant que propriétaire, vous avez ce ressenti de dire il se passe quelque chose. Et après, nous, en tant que vétérinaire, on a des moyens un peu différents un peu plus poussés que vous à la maison pour pouvoir détecter les douleurs.
Mais c'est vrai que vous avez parfois ce ressenti sans qu'il y ait vraiment de signes de douleur apparents, comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Okay. Merci Elodie. Alors il y a Mathieu qui a une question mais qui ne l'a pas écrite. Ah si, il l'a écrite. On va faire Mérine et puis après la question de Mathieu. Mérine, j'aimerais savoir si l'ostéopathie est intéressante pour un chiot. J'ai un malinois de 7 mois faisant de l'activité physique fréquemment. Alors oui, l'ostéopathie est toujours intéressante pour n'importe quel animal de n'importe quel âge. Il n'y a pas de problème. De toute manière, l'ostéopathie, la plupart du temps, si elle est faite correctement, elle est faite de manière douce. Donc, il faut que vous y alliez. Je vous conseille d'aller chez un vétérinaire ostéopathe parce qu'il pourra prendre en compte l'animal dans sa globalité et pas juste ses os pour traiter l'ostéopathie. Donc, oui, c'est intéressant d'aller faire de l'ostéopathie et surtout sur des chiens sportifs. Alors, un petit peu attention, un malinois de 7 mois qui fait beaucoup d'activité physique, un petit peu attention quand même à sa croissance. Donc, pas trop d'activité physique sur les chiots. À 7 mois, c'est encore un jeune chien. Donc, il faut faire un petit peu attention de ne pas trop faire d'activité physique. Donc, attention à ça. Mais sinon, pas de problème pour aller faire de l'ostéopathie. Et ensuite, vous verrez pour le suivi de l'ostéopathe. D'accord. Donc Mathieu, sa question. Nous avons 2 chats. L'un de nos chats miaule parfois avant d'aller dans sa litière. Est-ce un signe de souffrance? Alors, comme ça, c'est pas évident à dire parce que un miaulement, selon le type de miaulement, etc., ça peut être un signe de souffrance, ça peut être simplement un mécontentement. Enfin, c'est pas évident à dire. C'est pour ça que j'ai bien précisé pendant la conférence que vous, en tant que propriétaire, vous pouvez distinguer ces petites choses parce que vous connaissez, on va dire, votre animal. Maintenant, si vous avez un doute sur le fait qu'il y ait potentiellement une souffrance à aller à la litière, ne pas hésiter à contacter votre vétérinaire pour faire un check-up au niveau d'un potentiel problème urinaire sous-jacent. Mathieu précisait là dans un post, il mettait une astérisque juste avant de faire ses besoins. Donc les miaulements, a priori, C'est pour ça que si vous avez un doute sur un quelconque problème urinaire, ne pas hésiter à contacter votre vétérinaire si pour vous, effectivement, ça peut s'apparenter à de la souffrance. Ça peut être le cas. C'est difficile de vous répondre aussi tranché, de vous dire oui ou non. Ma réponse est ça peut. Et donc, si vous avez un doute, allez voir votre vétérinaire. Il peut y avoir de la constipation chez les chats ou les chiens comme chez nous. Bien sûr, les animaux peuvent souffrir de constipation. Ça nous arrive fréquemment de devoir faire des lavements rectales pour pouvoir vider les animaux qui sont en constipation parce qu'ils n'arrivent plus à faire leur selle. Donc oui, évidemment, ça peut être effectivement un problème de constipation ou un problème urinaire de type cystite. Un animal, quand on a la cystite, on a mal. Donc au moment où on fait pipi, on a mal, quoi. Donc, s'il y a des miaulements avant chaque besoin, c'est vrai que ça peut être un signe. Ça peut être un signe de souffrance, effectivement. Donc, aller faire un petit check-up chez le vétérinaire ne serait pas un mauvais conseil, quoi. Laloula. Et pour mes animaux, j'ai 2 chats de 10 ans et un bosseron malinois de 3 ans et demi qui, elle, est hyperactive, hypersensible, sous traitement quotidien pour l'incontinence, a priori. Ouais. Il n'y a pas de question spécifique, mais la question derrière, c'est peut-être ce qu'elle en souffre ou ce que les animaux. À ses premières chaleurs pourraient souffrir de ce changement. Il y a eu peut-être un bug, non? Pensez-vous que ma chienne, à ses premières chaleurs, pourrait souffrir de ce changement? Pensez-vous avoir des conseils pour la soulager physiquement comme moralement? Est-ce qu'elle en souffre de son hypersensibilité ou de son incontinence? Est-ce qu'elle souffre de son… C'est la question, c'est sur la… Tu as lu un message de Mérine en HSHA. Alors, donc, je ne sais pas si elle a été diagnostiquée HSHA chez un vétérinaire comportementaliste, mais si c'est le cas, effectivement, l'hyperactivité est un signe de souffrance parce que c'est un animal qui n'arrive pas à gérer ses émotions et donc c'est un trouble du développement aussi. Donc ça veut dire que l'animal est né comme ça et donc si vous voulez, la médication aide à la thérapie comportementale. Donc est-ce qu'elle en souffre de la médication? Non, parce que la médication aide justement, au contraire, à gérer ses émotions, etc., à ce qu'elle soit moins anxieuse, etc. Donc, la médication aide clairement à ce qu'elle soit moins anxieuse, donc moins souffrante de ce point de vue-là.
Ok. Peut-être la dernière question avec Mérine, qui donc merci beaucoup. Pensez-vous que ma chienne, à ses premières chaleurs, pourrait souffrir de ce changement? Pensez-vous avoir des conseils pour la soulager physiquement comme moralement? Donc pour les premières chaleurs. Elle en souffre, c'est ça le problème? Euh, je pense, enfin, c'est pas évident à dire. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de souffrance de. Enfin, c'est comme nous en tant que femmes, lorsqu'on a nos premières règles, on n'a pas réellement de souffrance de cette première règle. C'est un changement. Les animaux, ils ont pas. Enfin, j'ai pas l'impression que les chiens soient plus perturbés que ça d'avoir leur première chaleur. Euh, il n'y a pas forcément de conseils pour la soulager physiquement ou moralement par rapport à ces chaleurs. Si vous voyez par exemple qu'elle se lèche frénétiquement la vulve ou ce genre de choses, c'est que ça la perturbe un peu, que ça la stresse un peu. Donc ça, potentiellement, ça peut être une indication pour aller voir votre vétérinaire et éventuellement voir si on peut la soulager un peu. Mais sinon, théoriquement, les animaux ne souffrent pas réellement de leur Peut-être chaleur. Mérine, vous pourriez préciser, si vous posez la question, est-ce que vous avez vu des changements du comportement de votre chienne ou vous avez peur qu'elle ait des douleurs à ce moment-là ou vous voyez déjà un changement du comportement? Vous pourriez peut-être préciser cela, parce que si vous posez la question, c'est que vous avez des signaux peut-être. Et sachant qu'il reste moins d'une minute. Hein. Oui, on va faire. Elle ne les a pas encore, c'était pour Ouais. m'avancer. D'accord. Donc voilà, ben, je vous dis, théoriquement, elle n'est pas censée en souffrir de ses premières chaleurs. Maintenant que vous avez un petit peu les clés grâce à cette conférence, bah, vous allez pouvoir un petit peu regarder si potentiellement elle en souffre. Je vous dis, par exemple, si elle se lèche frénétiquement la vulve ou ce genre de choses, vous pouvez aller vous rapprocher de votre vétérinaire pour mettre quelque chose en place éventuellement. Okay. Merci à tous les participants. Merci Benjamin. Merci Elodie pour cette première superbement réussie. Merci de nous suivre et de suivre les aventures d'Helico Veto. Et n'hésitez pas à regarder régulièrement sur notre site, donc www.helicoveto.com. Nous publions régulièrement des articles de blog, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Nous en serons ravis. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir.